le mensonge qui commence avant la mission. Il y a une image du renseignement que tout le monde connaît, un homme en costume dans un aéroport, un passeport glissé sur un comptoir, un regard dans une vitre, une musique tendue, et cette idée presque romantique que espionner consiste à vivre plusieurs vies, sans jamais perdre la sienne. Cette image est fausse, ou plutôt, elle est incomplète. Le vrai travail du renseignement extérieur français, celui de la DGSE, ne commence pas dans un pays hostile. Il commence bien avant. Dans un bâtiment du boulevard Mortier, à Paris, surnommé par les médias la piscine, où l'on recrute des profils très différents. Analystes, linguistes, ingénieurs, officiers traitants, opérateurs. Et où l'on apprend à certains d'entre eux, non pas à mentir mieux, mais à faire quelque chose de beaucoup plus difficile. Réduire leur propre identité. Jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un réflexe. Parce qu'une couverture crédible ne consiste pas à inventer un personnage. Elle consiste à faire taire, au moment exact où ce serait naturel de le laisser parler, le vrai toi. Tes habitudes, ton humour, ton rythme, tes indignations spontanées, tes silences habituels, ta manière de répondre quand quelqu'un te contredit. Le détail de ton enfance qui remonte sans prévenir. Quand on te pose la mauvaise question au mauvais moment, et c'est là que commence vraiment cette histoire. Pas avec l'action, avec l'effacement. Voici ta vie à chaque étape de la DGSE. Pas la version glamour, la version humaine, celle où disparaître n'est pas un pouvoir. C'est un prix. Étape 1, le recrutement. Entrer à la DGSE et comprendre que on ne cherche pas un héros. La DGSE recrute officiellement sur plusieurs voies. Concours, contrat, détachement, mutation, nationalité française obligatoire. Casier compatible. Niveau d'études ou de compétences correspondant au poste. Et derrière les formulaires, une réalité beaucoup plus simple. Le service ne cherche pas des gens impressionnants. Il cherche des gens utilisables. C'est moins flatteur, mais c'est plus vrai. Le mythe de l'espion solitaire, charismatique, imprévisible, séduisant naturellement tout le monde, intéresse surtout les scénaristes. Dans la réalité, un service comme la DGSE cherche des profils qui savent durer sous contrainte, travailler dans l'ambiguïté, encaisser l'ennui, prendre des notes justes, retenir des détails, apprendre vite et surtout, ne pas avoir besoin d'être vu pour bien faire. Le premier choc, pour beaucoup de candidats, c'est là. Ils pensaient se présenter à un univers d'exception. Ils découvrent une institution, des entretiens, des procédures, des vérifications administratives, des évaluations de sécurité. Et très vite, une sensation étrange, plus le métier est secret, moins il ressemble à ce que l'imaginaire en a fait. Pour certains, la déception commence ici. Pas parce que le métier est moins intéressant, parce qu'il est moins théâtral. Et que l'intelligence opérationnelle n'aime pas le théâtre, elle préfère la précision, la discrétion, la fiabilité. C'est la première leçon. À la DGSE, on n'entre pas parce qu'on brille, on entre parce qu'on peut être calibré, et être calibré pour un être humain est déjà une forme de renoncement. Étape 2, la formation, apprendre le métier et découvrir que le vrai terrain c'est toi. La formation, dans l'imaginaire public, serait une suite d'exercices physiques, de filatures dans des rues étrangères, de cours de langue accélérés, de techniques de manipulation et de boîtes mortes dans des parcs pluvieux. Une partie de cela existe, bien sûr, mais la partie la plus importante, la plus déstabilisante, est souvent moins visible. On t'apprend à observer, pas simplement à regarder, observer la coupe d'un costume, le niveau d'usure des chaussures, le moment exact où quelqu'un ment et la microseconde où il se corrige. Le ton d'une voix qui change quand un nom propre est prononcé. La manière dont une personne entre dans un café, choisit une table, pose son téléphone, regarde la sortie ou ne la regarde pas. Puis on t'apprend à être observé et à survivre à ça. Parce qu'avant de construire une couverture, il faut comprendre combien ton vrai corps te trahit. Ta vitesse de marche, ta façon de dire bonjour, le niveau de politesse que tu trouves naturel, ton accent qui revient quand tu fatigues, tes gestes quand tu mens, ton visage quand tu improvises. Le premier terrain d'entraînement, ce n'est pas l'étranger, c'est ton propre système nerveux. Et beaucoup découvrent ici quelque chose d'humiliant mais essentiel. Ils se connaissent beaucoup moins qu'ils le pensaient. Ce que la formation révèle, ce n'est pas seulement ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu fais sans le savoir. Et dans le renseignement
clandestins, ce sont précisément ces automatismes inconscients qui brûlent une couverture, alors tu recommences. Encore et encore, jusqu'à ce que parler, marcher, attendre, écouter, réagir cesse d'être entièrement spontané. C'est efficace et c'est là que quelque chose commence à se déplacer en toi. Pas encore ton identité, mais ton rapport à elle. Étape 3, la légende, construire une autre vie et accepter qu'elles doivent parfois mieux tenir que la tienne. Il existe un mot dans ce milieu qui fascine tous ceux qui le découvrent. La légende, c'est pas juste un faux nom. C'est un passé cohérent, un métier plausible, des habitudes vérifiables, un récit biographique sans couture. Parfois une entreprise fictive, parfois une présence numérique fabriquée, parfois rien de spectaculaire, mais suffisamment de cohérence pour que si quelqu'un te cherche, il trouve une personne, pas un vide. Ce travail a quelque chose d'extrêmement troublant parce qu'une bonne couverture n'est pas écrite comme un roman. Elle est conçue comme un vêtement, elle doit tomber juste sur le corps. Elle doit épouser ta langue, ton niveau d'études, ta façon d'occuper une pièce, tes compétences réelles, tes limites. Une mauvaise légende est trop brillante. Une bonne légende est banale. Et c'est ici qu'intervient la première vraie blessure psychologique du métier. On te demande, pour des raisons rationnelles, de devenir convaincant dans une identité qui sera parfois plus simple à vivre que la tienne. Parce que la couverture, elle, est construite pour fonctionner. Elle n'a pas tes contradictions anciennes, pas tes deuils, pas tes complexes, pas tes maladresses biographiques, pas cet événement de ton adolescence qui t'a laissé une nervosité particulière dans certaines situations. Elle est optimisée, pensée, nettoyée. Et tu découvres quelque chose de très inconfortable. Il est parfois plus facile d'habiter un mensonge bien conçu que sa propre histoire réelle. C'est grisant au début, plus inquiétant, parce que à partir du moment où un être humain se sent plus fluide à l'intérieur d'une identité construite qu'à l'intérieur de la sienne, le métier ne travaille plus seulement sur ses compétences. Il travaille sur sa structure. Étape 4, le premier contact, approcher une source et découvrir que convaincre n'a rien de romantique. Le renseignement humain, le vrai, ne ressemble presque jamais à une scène de cinéma. On n'entre pas dans un bar étranger pour s'asseoir devant un général corrompu et lui proposer une mallette. Le plus souvent, ça commence petit. Un contact indirect, un intermédiaire, une rencontre anodine, une présence répétée dans le même environnement, le travail patient qui consiste à devenir, pour quelqu'un, non pas inoubliable, mais familier. Le premier contact important est souvent moins spectaculaire que moralement dérangeant, parce que on t'apprend à profiler, à lire les failles. L'ego, l'argent, le ressentiment, l'idéologie, le désir de reconnaissance, la solitude, le besoin d'exister enfin dans le regard de quelqu'un qui semble comprendre. C'est ça le cœur du problème. Le recrutement d'une source ne repose pas seulement sur l'information. Il repose sur la relation. Et une relation instrumentalisée, même au service d'un intérêt supérieur, laisse des traces sur celui qui l'emploie. La première fois que tu sens, tu n'es pas en train de parler à quelqu'un, mais de travailler sur lui, il y a un léger déplacement intérieur, presque imperceptible. Pas de culpabilité théâtrale, pas d'effondrement, juste une prise de conscience plus froide. Dans ce métier, l'empathie n'est pas supprimée. Elle est utilisée, et lorsqu'elle devient un outil, il faut vivre ensuite avec une question simple et désagréable. Combien de toi, dans cette conversation, était vrai ? Étape 5. Le terrain, partir à l'étranger et comprendre que la solitude est un outil du dispositif. Un jour, le départ arrive, pas forcément dans un pays en guerre, pas forcément dans un endroit exotique, souvent quelque part de très normal, ce qui est parfois pire, parce que le danger, il n'y a pas de costume identifiable. Tu pars avec une histoire, un nom parfois réel, parfois aménagé, une fonction, une routine, des protocoles, des limites. Et cette vérité silencieuse, que personne autour de toi ne connaît la raison exacte de ta présence. La solitude du terrain n'est pas une solitude ordinaire. Tu peux être entouré, voir du monde, déjeuner, parler, travailler, recevoir des messages, avoir même une vie sociale plausible et rester profondément seul. Parce qu'aucun lien dans cette vie-là ne peut devenir totalement vrai. Chaque relation
est filtré. Chaque réaction est mesurée. Chaque imprévu doit être absorbé. Sans improviser au-delà de ce que ta couverture peut supporter. Tu ne vis pas. Tu gères la cohérence d'une vie et c'est épuisant parce que le cerveau humain aime les raccourcis. Il aime redevenir naturel. Il aime cesser de se surveiller lui-même. Sur le terrain clandestin, ce relâchement est précisément ce qui ne t'est pas permis. Alors les jours passent, puis les semaines. Et quelque chose change. Tu joues plus vraiment un rôle, tu occupes une fonction continue qui remplace progressivement la spontanéité. Ce n'est pas spectaculaire, c'est lent. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Parce qu'un effacement lent est plus difficile à détecter qu'une rupture nette. Étape 6, le double fond. Vivre sous couverture et voir ton vrai nom devenir un bruit lointain. Il existe un moment, dans certaines trajectoires clandestines, où quelque chose de troublant se produit, quelqu'un t'appelle par ton identité de couverture. Et tu réponds sans délai, sans effort, sans traduction intérieure. C'est normal, techniquement, même souhaitable. Mais psychologiquement, ce moment compte. Parce qu'il signifie que la couverture n'est plus une couche posée sur toi. Elle a commencé à se brancher sur tes réflexes. Et quand les réflexes changent, le métier a franchi une frontière. Tu commences à rêver dans cette identité, à te souvenir sous ce nom-là, à organiser ta journée autour de contraintes qui n'existent pas dans ta vie réelle, mais gouvernent désormais ton comportement, avec plus d'autorité que tes souvenirs. Puis vient quelque chose d'encore plus étrange. Les appels de la vraie vie deviennent perturbants. Une voix ancienne, un proche, un rappel de qui tu es hors dispositif. Et au lieu d'apporter du réconfort, cela crée parfois une friction, comme si l'ancien toi, plutôt que de te sauver, mettait en danger l'équilibre mental qui te permet de fonctionner. C'est le cœur sombre du métier, là où la fiction utile commence à concurrencer la vérité intime. Personne ne formule cela comme ça dans les manuels. Bien sûr que non. On parle de stress, d'adaptation, de gestion de couverture, de fatigue opérationnelle. Mais derrière les termes propres, il y a quelque chose de plus brut. À force de disparaître correctement, on finit parfois par ne plus savoir quelle version de soi demande à revenir. Étape 7, le retour temporaire, rentrer en France. Et découvrir que revenir n'est pas reprendre. Les retours sont étranges. Toujours. Dans l'imaginaire, revenir serait un soulagement, retrouver sa langue, ses repères, ses proches, ses cafés, ses rues, ses réflexes. Mais c'est pas si simple. Parce que on ne revient pas de ce type de mission. Comme on revient d'un voyage, on revient d'un état de vigilance. Et la vraie vie, pendant ce temps, a continué sans toi. Tes amis ont des conversations que tu peux pas rejoindre complètement. Ta famille te retrouve, mais pas au point où elle t'avait laissé. Le monde ordinaire exige une disponibilité émotionnelle que la mission t'a appris à réduire. Alors tu souris, tu racontes des versions inoffensives. Tu coupes les angles, tu simplifies. Et très vite, tu comprends que même de retour, tu n'es pas réellement revenu. Certains agents décrivent ce moment de façon presque plus difficile que le terrain lui-même. Pas parce que la France est plus dure, parce qu'elle te confronte, très calmement, à ce qui a changé en toi. Là-bas, tu avais une fonction. Ici, tu devrais redevenir une personne entière. Et parfois, c'est plus compliqué. Le métier a besoin que tu repartes capable, pas nécessairement que tu reviennes intact. C'est une distinction fondamentale. Et ceux qui restent longtemps dans ce système finissent par la sentir sans qu'on ait besoin de la dire. Étape 8, le regard des autres. Aimer, mentir, durer et comprendre qu'on ne partage pas une vie qu'on ne peut pas raconter. Il y a une phrase qu'on entend souvent autour des métiers secrets. Il suffit d'être discret. C'est faux. Être discret n'est pas le problème principal. Le problème, c'est la dissymétrie. Une relation supporte le silence. Elle supporte même des zones floues. Ce qu'elle supporte mal, sur la durée, c'est que une personne connaisse tout l'équilibre émotionnel de l'autre. Pendant que l'autre n'a accès qu'à une version aménagée, filtrée, partielle. Aimer quelqu'un, quand on travaille dans le clandestin, c'est pas seulement lui mentir sur quelques détails. C'est l'obliger, sans qu'il l'ait choisi, à vivre avec quelqu'un qui lui présente la partie montrable de sa vie. Et garde le cœur du système hors champ. Au début, certaines histoires tiennent, parce que l'amour, comme la mission, peut fonctionner un temps à l'énergie. Puis viennent les détails. Les absences
mal expliquées, les fatigues sans récit, les réactions disproportionnées à une question banale. L'impossibilité de dire pourquoi certaines nouvelles te touchent et d'autres pas du tout. C'est pas seulement que tu mens, c'est que tu finis par organiser ton affect selon une architecture secrète. Et l'autre, à force, le sent, même s'il ne peut pas la nommer. Beaucoup de choses se cassent là. Pas toujours dans le drame, souvent dans l'usure. La déception moins spectaculaire, mais plus fréquente. La compréhension qui n'arrive jamais assez. Et cette phrase silencieuse, terrible, qui finit par habiter l'autre. Je vis avec toi, mais je ne vis pas vraiment dans ta vie. Étape 9, l'erreur. Le moment où tout se joue et où il faut continuer quand même. Les grandes catastrophes existent, bien sûr. Une surveillance compromise, une source retournée, une couverture qui craque, un rendez-vous qui n'aurait pas dû avoir lieu, un service adverse qui a compris un demi-degré trop tôt. Mais dans la vie réelle, les erreurs les plus dangereuses commencent souvent très petits. Une hésitation de trop, un détail incohérent, un ton légèrement faux, un trajet répété, une réponse donnée trop vite ou trop bien. Le renseignement clandestin n'est pas un métier où l'on gagne parce qu'on impressionne. C'est un métier où l'on survit parce qu'on ne laisse pas de motif clair à l'autre. Pour vous regarder une seconde fois, alors quand quelque chose dévie, même faiblement, le problème n'est pas seulement opérationnel. Il est intérieur, parce qu'il faut continuer à parler, continuer à sourire, continuer à tenir la scène, alors même qu'une partie du cerveau est déjà en train de recalculer toutes les sorties. C'est là que se révèle la partie la plus dure du métier, pas le mensonge. La continuité du mensonge, quand le doute s'est installé. Et après, même si tout tient, même si l'incident ne produit rien de visible, il reste quelque chose. Une fatigue particulière, le souvenir corporel d'avoir senti, pendant quelques secondes, le sol se déplacer sous une identité qui devait paraître immobile. Ce type de peur ne se raconte pas facilement, parce qu'elle n'a pas toujours d'événements à montrer, seulement une proximité. La proximité du basculement. Étape finale, après l'effacement. Ce que le métier laisse quand la mission s'arrête. La question la plus difficile n'est pas « peux-tu disparaître ?» La plus difficile, c'est « peux-tu revenir ?» Pas administrativement, pas logistiquement, humainement. Quand des années de travail ont consisté à filtrer tes réactions, à compartimenter tes affects, à faire de la prudence une respiration, à considérer l'authenticité spontanée. Non comme une qualité, mais comme un risque, il n'est pas évident de redevenir quelqu'un qui parle sans calcul, qui écoute sans arrière-plan, qui aime sans architecture défensive. Le service, lui, continue, il formera d'autres agents. Il ouvrira d'autres dossiers, il construira d'autres légendes. C'est sa fonction. Et cette continuité institutionnelle est normale, nécessaire même, mais pour l'individu, la question reste entière. Que devient un être humain quand l'excellence professionnelle a exigé, pas qu'il soit plus fort, mais qu'il soit moins visible à lui-même? Certains y trouvent une discipline, une forme de fierté silencieuse. D'autres gardent surtout les traces, une difficulté à redevenir simple, une méfiance qui survit au danger, un rapport étrange à la vérité, comme si tout récit personnel était désormais un objet à manier avec précaution. Et peut être que l'art de disparaître, au fond, n'a jamais été de tromper les autres. Peut être que la vraie difficulté, la seule qui compte vraiment, c'est de ne pas se perdre entièrement pendant qu'on devient quelqu'un d'autre pour de bonnes raisons. Voilà le vrai prix, pas l'action, pas le secret, l'érosion lente du réflexe d'être simplement soi. Si cette vidéo t'a montré autre chose que le fantasme habituel de l'espionnage, non pas le décor, mais le coup psychologique, non pas le mythe, mais l'effacement, alors elle a accompli ce qu'elle cherchait à faire. Ce canal existe pour raconter les systèmes fermés, les institutions opaques, et surtout les vies humaines à l'intérieur, avec plus de profondeur que les formats rapides ne le permettent. Si tu veux continuer à recevoir ce type de vidéos, abonne-toi maintenant. Et si cette narration a mérité ton temps, laisse un like, c'est ce qui aide la chaîne à toucher d'autres spectateurs, qui cherchent eux aussi quelque chose de plus dense, de plus humain, de plus vrai. La prochaine histoire est déjà en préparation. À bientôt. Cette vidéo est une œuvre fictionnelle à visée documentaire, basée sur des reportages publics,
des informations officielles sur le recrutement et l'organisation de la DGSE et des témoignages publiés sur les métiers du renseignement. Aucun agent réel, aucune opération réelle, aucune identité réelle n'est représentée directement. Le récit est composite, construit pour illustrer des réalités psychologiques et professionnelles sans reconstituer un cas particulier,